La chicorée, c'est une plante locale, régionale, endémique, qui a une très grande histoire, une très vieille histoire. On ne sait pas exactement depuis quand cette plante est cultivée, mais on sait qu'elle est utilisée même dans les feux de bois des hommes des cavernes. On a retrouvé des restes de chicorée, ce qui prouve qu'elle était bien utilisée et qu'on l'a mangée probablement grillée. Enfin, les premiers écrits, c'est ça le plus important, ça c'est une certitude, les premiers écrits sont les Égyptiens. Et les Égyptiens utilisaient cette chicorée, et on en est certain, puisque le plus vieil écrit, c'est un papyrus qui est conservé au musée en Allemagne, au musée d'Eber, donc le papyrus d'Eber, un égyptologue allemand, a montré, en déchiffrant ces vieux hiéroglyphes, a montré que la chicorée était utilisée. En fait, il y avait deux chicorées déjà. Il y a une chicorée des champs et une chicorée des jardins. C'est assez étonnant, enfin, c'est un petit peu comme le rat des champs et le rat des villes. Eh bien, en fait, la chicorée des champs est une chicorée qui va donner sa racine et être utilisée en tant que telle. Donc, on va consommer la racine. Et l'autre, on va consommer les feuilles en salade. C'est d'ailleurs souvent celle que tout le monde connaît, le public connaît. Alors, on sait que pendant toute cette Égypte ancienne, les Romains, les Grecs vont utiliser la chicorée un peu comme un apéritif. En fait, vous savez qu'actuellement on mange des cacahuètes pour l'apéritif. Eh bien là, on va utiliser la chicorée comme plante apéritive avant de manger. On va manger des mauves et on va manger des bouts de racines de chicorée qu'on va torréfier, qu'on va griller, et on va mettre un peu de sel dessus et on va les manger comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi? À quoi ça servait? En fait, c'est très simple. Les Romains, avant de manger, avaient besoin de manger des choses plus légères, parce qu'ils avaient l'habitude quand même de faire un peu des orgies, c'est bien connu, et donc avaient besoin de manger quelque chose de digestif qui allait améliorer la façon de se nourrir, de s'alimenter. Donc pendant toute cette période, les Romains, les Grecs vont utiliser ça comme plante alimentaire, mais déjà on ressent cette notion de santé. Alors on avance un petit peu plus, et puis c'est la médecine qui va s'y mettre. Vous savez qu'à cette époque, les médecins grecs, Pline l'Ancien, puis après Dioscoride, sont des médecins qui vont suivre les armées et qui vont essayer des tas de plantes, et ils vont écrire des bouquins. Notamment, Dioscoride va écrire un livre qui s'appelle De Materia de Medica, qui est un livre très imposant, qui en plus raconte un peu l'utilisation de toutes ces plantes qu'il traînait pour soigner les guerriers après leur bataille. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que, vous savez que bon, pour soigner les guerriers, en fait il y a deux choses importantes. La première des choses, c'est bien entendu, ils sont blessés à la guerre. Donc comme ils sont blessés à la guerre, on va essayer de soigner les blessures, et le côté anti-inflammatoire de la chicorée va être extrêmement important. Donc ça, c'est une des premières raisons de l'utilisation de la chicorée. Et la deuxième, c'est que ces armées, elles se déplacent. Et comme elles se déplacent, de temps en temps, elles changent de régime alimentaire, on va dire, elles arrivent dans des régions où n'ont pas le même régime alimentaire, évidemment, elles attrapent des coliques, des diarrhées, etc. Et là, la chicorée vient aussi en aide, et vient en aide parce que il permet de mieux digérer, un peu comme les Romains le faisaient avant. Et donc cette utilisation de la chicorée va être aussi très importante, parce qu'il faut savoir que dans les armées, on perd autant, voire plus de personnes à cause de coliques, de diarrhée, qu'à cause de morts avec l'arme blanche. On fait un bond dans l'histoire et on arrive à Charlemagne, un homme très important pour la chicorée. Tout le monde le connaît, il a rendu l'école obligatoire, mais il a fait aussi quelque chose de très important pour la chicorée. En fait, il va écrire des capitulaires. Et parmi ces capitulaires, un des capitulaires très intéressants est le capitulaire de Vitis. À quoi sert ce capitulaire? En fait, on s'aperçoit qu'il va conseiller à l'ensemble de ces châteaux forts d'avoir un certain nombre de plantes, une liste de plantes obligatoires, une centaine de plantes, avec des plantes aromatiques, des plantes condimentaires, mais surtout des plantes médicinales, une vingtaine de plantes médicinales, qu'il va rendre obligatoires dans tous les jardins des châteaux du Moyen-Âge. Et évidemment, la chicorée en fait partie. Ça va être important parce que ça veut dire quelque part qu'il a rendu les pharmacies obligatoires un peu dans toute la France. Et ça va être le démarrage de l'utilisation quasi systématique de cette plante pour soigner les gens. Pour soigner, alors d'où viennent à ces moments-là, on a des tas de pots avec des pots d'eau de chicorée, d'extrait de chicorée, de liquide de chicorée, et qui vont soigner, bien entendu, tout ce qui est digestif, puisque tout ce qui avait été trouvé avant va continuer à se développer, va soigner le foie,
va soigner la circulation, et même on va trouver des nouvelles utilisations, comme soigner les yeux, etc. Là, on va faire un autre bond en avant vers un autre homme très important, très grand homme, mais très petit en taille, qui est Napoléon. Alors Napoléon, c'est quoi? C'est le blocus continental, on est en 1806. Qu'est-ce qui se passe? On est en guerre, comme d'habitude, contre les Anglais. Et là, il nous manque deux choses importantes, le café et le sucre. Alors on n'a plus de café, évidemment le caféier n'est pas endémique, et il faut essayer de le remplacer. Et puis le sucre, pareil, la canne à sucre est quand même pas forcément une plante qui pousse en France. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir, alors pour la canne à sucre, c'est un monsieur qui s'appelle Delessert qui va arriver et qui va leur montrer qu'on peut extraire le sucre à partir de betteraves. Et puis pour le café, on va trouver une plante qu'on savait utiliser, qu'on savait déjà boire, qui est la chicorée à café. Alors cette chicorée boisson, en fait, elle était déjà améliorée par les moines. Je vous rappelle qu'on les cultivait dans les châteaux forts, mais aussi dans les abbayes. Et donc les moines avaient amélioré cette plante. Ils en avaient amélioré la forme de la racine était déjà plus grande, on l'a coupée en petits morceaux, on en faisait des dés, toujours comme les Romains, on l'a séchée, on l'a grillée, et aussi on l'extrayait dans de l'eau pour essayer de la boire, parce que c'était une boisson qui ressemblait au café, qui était stimulante, qui était bonne pour la santé, et qui apportait beaucoup de choses d'un point de vue nutritif et équilibre. En plus, elle avait une chance, elle n'avait pas de caféine. Donc tous ces apports vont développer fortement la culture de la chicorée qui était déjà présente, mais ça va être le boom de cette industrie. Cette industrie va se développer beaucoup dans le nord de la France et puis après être utilisée par l'ensemble des Français, mais aussi la Belgique, la Hollande. Alors cette utilisation, au départ, était réservée à des gens qui vendaient de la chicorée dans une épicerie avec la moutarde. Donc on venait, on achetait sa moutarde et on achetait sa chicorée comme une épicerie. Là, elle devient véritablement une plante en tant que telle, et les gens viennent dans un magasin pour acheter de la chicorée et la boire. Donc on va avoir aussi un autre développement au moment du XXe siècle, dès le début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Pourquoi? Parce que ça se développe, le café coûte cher quand même, donc même si on n'est plus en guerre contre les Anglais à ce moment-là, on a cette impression quand même que la chicorée reprend un peu le dessus et redevient une boisson intéressante. Alors elle est probablement d'ailleurs utilisée beaucoup dans le Nord. Pourquoi? Simplement parce que le café, vous savez que les gens du Nord sont des gens plutôt accueillants. Donc ils mettent le café, ils le laissent toute la journée. Le café bouillu, c'est quand même pas bon. Et par contre, quand on y mélange le café, on met la chicorée dans le café, ce café est peut-être un tout petit peu moins bon au départ, mais surtout il est stable. Et il va rester relativement bon toute la journée. Donc on peut toujours remplir notre plaisir d'être accueillant. La chicorée appartient à une très grande famille de plantes, une famille récente du point de vue évolution, qui s'appelle les Astéracées. On la connaît plus souvent sous le nom de composée, mais vous connaissez beaucoup de ses représentants, notamment la marguerite, mais aussi le tournesol, l'artichaut, le dahlia. Et au sein de cette famille, qui est donc une famille très évoluée du point de vue plante, vous avez beaucoup de plantes cultivées, beaucoup de plantes sauvages, mais beaucoup de plantes cultivées. Et l'une de ces tribus, il y a 13 tribus au sein de cette famille, en botanique on parle comme ça, eh bien dans l'une des tribus, qui est la tribu des chicorées, vous en connaissez encore plus, je dirais, en termes de nombre, puisque c'est la tribu qui comporte la laitue, le pissenlit, la scorsonère, le salsifis et bien entendu la chicorée. La chicorée, on en connaît trois espèces botaniques, mais vous la connaissez bien parce que cette chicorée, vous la reconnaissez peut-être si vous voyagez dans le sud de la France, mais même à peu près partout dans le monde, vous trouverez cette plante qui fleurit comme ça le matin et qui se trouve le long des routes. Alors elle fleurit le matin, elle donne des capitules, des fleurs, et en fin d'après-midi, normalement, elle s'épanouit, elle se fane, et d'autres fleurs sont refaites le lendemain. Elle fleurit comme ça pendant une trentaine de jours, en gros de fin juin, juillet, août. Alors cette plante qui pousse le long des chemins est aussi une plante qui pousse dans des pays très différents, pas que sur le pourtour méditerranéen, comme je vous l'ai dit juste avant, mais aussi dans des pays
plus éloignées. Ici, on a une chicorée sauvage du Yémen. Elle pousse dans le Sahara. Alors, on la reconnaît bien parce qu'elle a des feuilles, on appelle ça crassulescentes, c'est-à-dire un peu épaisses, qui lui permet de survivre dans des conditions désertiques et très évoluées. Alors, elle s'appelle Chicorium beauté. Beauté, ça ne veut pas dire qu'elle est belle, même si elle est belle, mais c'est aussi parce qu'en fait, elle est fourragère. Beauté veut dire fourragère. Elle est broutée par les dromadaires et les moutons locaux. En plus de cette chicorée, Chicorium beauté, qui est donc une chicorée fourragère, il y a aussi deux autres espèces principales, une que l'on appelle Endivia et l'autre Intibus. Alors, toutes ces chicorées se croisent entre elles. Il n'y a pas de problème de croisement, pas d'incompatibilité. Alors pourquoi on les appelle des espèces différentes? En fait, parce que cette espèce-là, si on lui met un sac sur la tête, elle produira quand même des graines, tandis que là, il lui faut des insectes pour aller d'une chicorée à une autre. Alors en fait, vous connaissez la chicorée Endivia. Alors c'est l'endive, la véritable endive, que malheureusement les Français n'appellent pas endive, mais les Anglais, oui, endive. Et c'est une chicorée scarole et la chicorée frisée. Ces deux chicorées qui ne sont pas des laitues, à ne pas confondre, puisque vous avez vu précédemment que c'était une espèce différente. Là, on a des chicorées qui sont véritablement des chicorées salades. Alors, dans les Endivia, il y a donc les scaroles et les frisées. Puis, dans les Intibus, il y a un certain nombre de plantes qui, elles, sont toujours utilisées comme des salades, mais aussi utilisées pour la racine ou pour d'autres parties de la plante. Alors, dans les plantes à salade, vous avez la pain de sucre, qui est bien connue, qu'on découpe en rondelles et qu'en général, on met dans les sandwichs. Vous avez les chicorées catalogne, qui sont des chicorées très fines et qu'on est très content de mettre dans les salades. Et puis vous avez toutes ces chicorées italiennes rouges, qui sont des chioggia, des vérones, des trévis, des castelfranco, des luigia, toutes des plantes qui ont des noms comme ça locaux, qui en fait sont des représentations de parties d'Italie, en général dans l'Émilie-Romagne et dans la Vénétie. Alors elles sont toutes consommées soit crues, soit cuites. Alors vous avez d'autres chicorées Intibus qui sont des chicorées, elles, utilisées pour la racine, dont on va manger la racine. Alors il y a la Cioncino. La Cioncino, c'est une italienne, forcément. Et celle-là, on va la manger comme un salsifis. On va la découper en rondelles et on va la manger, on va la griller sur une poêle et voilà. Vous avez la chicorée industrielle pour la torréfaction, donc on va la découper, la griller et l'extraire dans un liquide et la boire en boisson. Et puis, il y a aussi la chicorée à chicon. Au passage, vous remarquez qu'on ne doit pas l'appeler endive, puisque ce n'est pas une endive. Donc c'est un chicon, et j'y tiens. Pourquoi? Parce que cette chicorée à chicon, en fait, elle a une petite histoire. En 1875, M. Brézier, le jardinier du roi des Belges, c'est pas une histoire inventée, je vous l'assure, va mettre ses chicorées industrielles dans des endroits à forcer, c'est-à-dire qu'il va mettre de la paille au-dessus. Il prend la racine de la chicorée. C'était une technique qui était bien connue, qu'on utilisait sur le pissenlit, qu'on utilise toujours sur le pissenlit. On va couper les feuilles, on va retirer les feuilles, on va mettre de la paille au-dessus, on va mettre de la terre au-dessus, et les feuilles vont repousser, mais elles vont repousser à l'ombre, et elles vont donc être blanchies, blanches, légèrement jaunâtres, et elles vont surtout, donc, comme ça, retirer le goût amer. Alors en fait, cette chicorée à chicon est donc une sorte de fille de chicorée industrielle. Pourquoi? Parce que ces chicorées industrielles, normalement, quand on fait ça, la plupart du temps, c'est un peu hirsute, c'est un peu, sont des cheveux un peu hirsutes, des feuilles qui partent un peu dans tous les sens, puis de temps en temps, ça fait un beau chicon. Et là, on est bien content d'avoir ce que vous appelez, les Parisiens, l'endive. Vous êtes ici devant une collection de chicorées, une très très belle collection, avec des chicorées rouges, des chicorées à nervures rouges, des chicorées frisées, des plus ou moins claires, des plus ou moins foncées, des panachées. Je voudrais vous attirer votre attention sur les chicorées que vous avez ici à votre droite. Sont des chicorées fourragères. Alors c'est une autre utilisation de la chicorée, peut-être beaucoup moins connue, mais qui date d'à peu près 1980-1990. On s'est aperçu qu'on pouvait faire pâturer les chicorées. Elles étaient très friandes des feuilles. Très friandes, quels animaux? Les cerfs, les animaux sauvages, bien sûr, mais aussi les vaches, aussi les moutons, les autruches. Oui, des animaux très différents, mais bon, c'était assez amusant. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir des chicorées différentes alors qu'elles étaient relativement semblables. Vous avez ici des chicorées qui se ressemblent, et en fait, il y en a une qui est beaucoup moins amère et l'autre qui est beaucoup plus amère. Alors pourquoi on a fait des chicorées avec moins d'amertume? Eh bien très simplement parce qu'on s'est aperçu qu'en les donnant à manger des vaches, si elles avaient beaucoup d'intérêt, elles donnaient aussi du goût au lait.
et du mauvais goût au lait. Donc on a essayé de faire des chicorées moins amères. On s'est aperçu aussi que ces chicorées avaient, par leur amertume, des propriétés vermifuges, des propriétés antiparasitaires, et qu'il était intéressant de faire brouter les animaux avec ces chicorées-là pour essayer d'éviter de leur donner des produits pour les protéger des parasites. Alors juste une petite anecdote. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous raconter une anecdote, c'est qu'il y a 4-5 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, les Danois ont trouvé qu'en essayant de donner à manger des chicorées à des cochons, eh bien cela avait des effets. Pourquoi des effets? Parce que vous savez que le cochon, le Vera mâle, en fait a une viande très mauvaise. Et on est obligé de le castrer pour que la viande soit goûteuse et bonne. Et bien en donnant un Vera de la chicorée, on n'est plus du tout obligé de le castrer, la viande est d'excellente qualité. Vous imaginez que la chicorée qui était un bien-être pour l'homme va être un bien-être aussi pour l'animal.